2023, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 11 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la 4e saison de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Naya, nageuse sauveteuse, est appelée en urgence. Un participant du triathlon est tombé de son vélo. Le constat est sans appel, il ne respire plus. Le cycliste est victime d'un arrêt cardiaque. Je m'appelle Naya, j'ai 23 ans, je suis sauveteuse à la SNSM. En fait, la SNSM, elle est séparée en 2 parties. Il va y avoir les canotiers qui sont totalement bénévoles et qui vont aller secourir les gens en mer. Un peu comme le principe des pompiers où ils sont d'astreinte et ils vont sauver les gens comme ça. Et moi, je fais partie d'un centre de formation et d'intervention, un CFI, où là, c'est des sauveteurs sur les plages. Donc on va avoir des diplômes complètement différents pour après être embauchés par les mairies qui ont des contrats avec la SNSM. J'ai pu travailler sur des plages assez différentes comme les plages d'Arcachon qui sont assez reculées dans le bassin, sur les plages à la Teste de Buch, sur les plages Océane qui sont des plages à shore-break. C'est des plages avec des vagues qui cassent au bord. Et ce qui peut être le plus dangereux, c'est des traumas du rachis, ce qui veut dire qu'en fait la tête tape très fort contre le sable et peut créer une lésion au niveau du cou et dans la colonne vertébrale. Donc là, ça peut engendrer des conséquences assez graves pour la personne qui est tombée. Au centre de formation, le reste de l'année, je suis bénévole et formatrice secourisme. Je vais former les jeunes au PSE1 et PSE2, donc c'est premiers secours en équipe. Ce qui me plaît principalement, c'est vraiment l'ambiance qu'on crée entre nous. J'ai la plupart de mes amis qui sont bénévoles aussi là-bas, donc forcément ça incite en fait à revenir, ça incite à participer à tout ce qui doit être fait au sein de l'association. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on prend de l'expérience, on devient quand même formateur, on apprend à manager une équipe, on apprend à comment enseigner des connaissances qui sont quand même exceptionnel quand même de savoir sauver une personne dans n'importe quelle situation ou au moins de pouvoir faire les premiers gestes de secours. On prend vraiment en maturité. Vu que je suis dans un centre de formation et d'intervention, on a la partie intervention en fait qui consiste à intervenir sur des événements qui peuvent être sportifs ou juste tout simplement qui regroupent pas mal de monde. Les personnes qui organisent ça doivent faire appel à des associations qui sont en capacité de pouvoir secourir des personnes qui seraient en difficulté lors de ces événements-là. Nous, au centre de formation et d'intervention de Bayonne, on va faire principalement des événements sportifs comme des swim and run, des triathlons. On a pu faire aussi des fêtes de village tout simplement. Quand on réalise un DPS, un dispositif prévisionnel de secours, on peut avoir un poste de secours ou plusieurs en fonction de l'étendue de l'événement, tout simplement. Et des duos qui vont être envoyés pour faire des patrouilles. Comme ça, ils peuvent déjà commencer à faire l'intervention tout en prévenant le poste de secours qui va venir après en renfort pour nous apporter le matériel nécessaire par la suite s'il nous manque des choses. En octobre 2023, on prépare un DPS sur un triathlon à Vieux-Boucau dans les Landes. Le sport du triathlon consiste en fait à commencer par la nage, on enchaîne avec le vélo, puis la course. À Vieux-Boucau, la nage se situe dans un lac. Après le vélo, on fait vraiment tout le tour, on longe vraiment les plages. Et la course se termine autour du lac. Il y a pas mal de pins, il y a une belle promenade qui fait tout le tour et quelques habitations. Mais la forêt prédomine quand même pas mal. On arrive la veille, on met en place le poste principal à côté de l'arrivée. On installe aussi le 2e poste de secours provisoire à côté du lac.
Nous sommes 30 et on communique tous par radio, ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un parle, en fait, on est tous au courant de ce qui se passe sur la situation et on peut tous intervenir si jamais il y a besoin d'aide. Le vendredi, on installe tout. Le samedi, on se met en place. Tout se passe bien. Il y a juste quelques malaises parce qu'il fait très chaud. Le dimanche, on se réinstalle comme la veille avec le poste de secours secondaire. On nous demande de faire une ronde. Je prends le vélo avec une coéquipière. On va au départ de la natation. Il y a plusieurs centaines de personnes en fait qui se jettent dans l'eau. Donc nous, on doit être présents justement là-dessus. Il y a quand même pas mal de sauveteurs qui sont sur l'eau. Si jamais ils doivent ramener une personne sur la terre ferme, nous, on est présents avec le sac de secours pour intervenir avec le matériel nécessaire. Les participants partent d'un côté du lac pour faire une sorte de petite boucle. Ils repassent par le départ. C'est en fait une sortie à l'australienne. Ils doivent repasser par la terre ferme et ils repartent dans l'eau et ils ressortent de l'autre côté. Nous, on est vraiment présents jusqu'à la fin de la dernière personne qui fait cette sortie à l'australienne. La natation permet un peu d'étaler ce gros amas de personnes, ce qui fait que même avant que la dernière personne fasse cette sortie à l'australienne, déjà pas mal de gens sont partis à vélo. Donc après, on part de notre position pour continuer notre ronde. Et c'est là où plusieurs personnes nous appellent car y a quelqu'un qui est tombé. Je réfléchis pas trop, je suis un peu dans un état de effet tunnel où je dois intervenir sur la victime et je dois faire mes gestes de premier secours pour essayer de la secourir au maximum. On arrive assez rapidement parce que en fait, le lac se situe vraiment à côté de la route. Ma coéquipière intervient directement sur la personne qui est sur une sorte de terre-plein d'herbe. Moi, je fais un appel directement au poste de secours principal par radio pour leur signaler que nous sommes sur une intervention d'une personne qui est tombée à vélo. C'est un homme de à peu près 27 ans qui est sur le ventre, accoudé en fait sur ses bras et qui respire avec sa tête entre ses avant-bras. Donc il respire très fort et il a du mal à reprendre ses émotions parce qu'il ne répond même pas à ma collègue dès qu'elle lui fait des remarques sur comment il se sent. Et à un moment donné, il tombe du coup en inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, il tombe sur le ventre, la tête sur le côté, avec les yeux dans le vide et un peu la bouche entrouverte. Ça se passe en 3-4 minutes. Très vite en fait. On est un peu choqués, on réalise pas trop qu'il peut tomber en inconscient, mais on est assez saisi par l'intervention où on réfléchit pas non plus. On connaît nos gestes de premier secours et on sait ce qu'il faut faire. Donc on les applique. Là, on va réaliser un état de conscience. On va lui demander s'il nous entend, s'il peut serrer nos mains quand on lui parle ou cligner des yeux. On voit qu'il n'y a aucune réaction de sa part. Là, on se rend compte qu'il faut directement vérifier la respiration. On le retourne, on lève la tête vers l'arrière de telle sorte à ce que la langue en fait soit décollée du fond de la gorge. Il n'y a plus aucun tonus musculaire lorsque la victime est inconsciente. Ce qui veut dire que la langue, en fait, tombe au fond de la gorge, ce qui peut bloquer ce passage d'air. Donc on penche sa tête en arrière, on essaye de se pencher sur sa bouche et on regarde son ventre pour voir si on sent pas un peu d'air sur la joue, si on voit pas le ventre se lever ou si on n'entend pas tout simplement lui essayant de respirer. C'est les 3 signes qu'on essaye de détecter. Et là, rien. On reste quand même bien 10 secondes pour essayer de détecter une quelconque respiration de sa part. Rien du tout. Ce qui veut dire que là, c'est un souci vital pour la victime. Son cœur ne bat potentiellement plus, en fait. Il faut qu'on fasse le massage cardiaque pour que le sang continue à circuler dans son corps. Je positionne mes mains en haut du plexus. En fait, le but, c'est de pouvoir être vraiment centré entre les 2 pectoraux de la victime et en dessous du sternum pour que nos compressions soient un maximum efficaces sur le cœur.
C'est une rotation qui se fait assez mécaniquement, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations d'oxygène, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations d'oxygène. Il y a mon collègue qui se met à faire le bouche à bouche avant que le matériel soit préparé, avec le masque, la bouteille branchée, et il y a une sorte de gros ballon qu'on va comprimer à chaque fois pour qu'il y ait un maximum d'air qui soit envoyé. Je commence à faire 3 cycles de compression thoracique avec mon collègue qui, lui, continue à faire les insufflations d'air. Le poste de secours principal est alerté et arrive avec le DSA, donc c'est le défibrillateur. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. On lui positionne les patchs sur le pectoral droit et sur les côtes côté gauche. En fait, il faut juste que ça entoure le cœur, de telle sorte à ce que quand le défibrillateur veut envoyer une décharge électrique, ça fasse un arc de cercle. C'est vraiment le défibrillateur qui nous guide tout au long de la procédure d'un arrêt cardiaque. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Il va faire une analyse du rythme cardiaque. Il voit si c'est nécessaire ou pas de faire un choc. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. On a une information du défibrillateur qui nous signale qu'il faut choquer. Il faut envoyer un choc électrique pour pouvoir raviver le cœur. C'est ce qu'on fait. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange maintenant. Choc délivré. Si nécessaire, pratiquez la réanimation cardio-pulmonaire. Et après, il nous signale qu'il faut continuer à masser. Donc on va continuer à faire ce massage cardiaque. Sur l'intervention, on est 8 à 9 sauveteurs. On a pas mal de tâches différentes. Il y en a certains qui se concentrent directement sur la victime, d'autres qui vont mettre des sortes de couvertures de survie, des choses comme ça pour cacher la victime des autres participants. Il va y avoir d'autres personnes qui vont essayer de reculer les gens qui se demandent ce qui se passe, qui sont curieux, qui sont peut-être inquiets pour la victime. On va essayer de faire un périmètre de sécurité assez large. Une personne qui va appeler le SAMU, d'autres personnes qui vont reconditionner le matériel, c'est-à-dire que là, on a ouvert les sacs de secours, on a vraiment tout sorti. Et le but, c'est aussi d'être le plus professionnel possible. Il va y avoir un deuxième choc du défibrillateur. Et c'est à partir du 3e choc que la personne revient à la vie. C'est-à-dire qu'elle revient consciente, en fait. Elle est encore un peu sonnée, mais elle nous parle. Quand je vois que la victime revient à la vie, c'est un léger soulagement parce que on se dit qu'il est quand même vivant. Mais on peut pas faire un diagnostic ou quoi que ce soit, on n'est pas médecin, donc c'est que visuel, on voit que la personne est vivante, mais en même temps, on sait pas vraiment ce qu'elle a et on sait pas s'il y a quelque chose de grave derrière. Et on attend quand même le verdict final du médecin avant de vraiment éprouver une certaine émotion de joie ou quoi que ce soit d'autre. On le couvre parce que la personne a froid. On a compris que l'enchaînement de la natation avec le vélo, en fait, ça a créé un gros dysfonctionnement dans son corps, ce qui l'a fait tomber de son vélo et créer cet arrêt cardiaque. On réalise un bilan. On regarde le pouls, s'il est bien frappé, régulier, donc c'est son rythme cardiaque. On regarde sa respiration, s'il est toujours bien orienté, s'il sait où on est, s'il n'y a pas un souci neurologique par derrière. L'hôpital de Bayonne envoie son hélicoptère. Le médecin arrive sur l'intervention, il brancarde la victime pour la mettre dans l'hélicoptère. Et après, le reste va se passer à l'hôpital. Nous, on doit tous repartir à nos postes. Je repars avec ma collègue en vélo. On rentre tranquillement à notre poste de secours secondaire. Moi, j'appelle directement mes parents. Je leur dis ce qui s'est passé. Je pleure un peu sans vraiment savoir pourquoi, parce que j'étais pas triste, j'étais pas non plus en colère. Je pense que c'est un cumul d'émotions en fait qui se crée sur l'intervention où on réalise pas trop. Et après, on relâche tout à la fin.
Ils me disent que c'est bien, qu'ils sont fiers de moi, que j'ai fait une bonne action. Ça fait du bien d'entendre ça. On se dit qu'on a réussi à sauver quelqu'un. La personne est revenue consciente en 10 minutes. Et c'est ça qui était assez impressionnant, c'est de voir qu'en si peu de temps, on a réussi à le faire revenir. La chef de poste, quelques jours après, nous signale qu'elle a eu des nouvelles de la victime, qu'elle n'a aucune séquelle. Et le médecin stipule bien qu'on a fait vraiment les bons gestes de secours. C'est un gros soulagement pour toute l'équipe. On est tous très contents et ravis d'avoir participé à ça. À force de faire des entraînements, le fait d'être formatrice aussi depuis 1 an, ça nous permet de savoir ce qu'on doit faire et de ne pas être submergé par nos émotions sur le moment. Quand les personnes sont inconscientes, elles répondent pas ou elles parlent pas, donc on intervient sur la victime, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment on doit le faire. Les seules choses qui pourraient nous déranger, ça serait les familles ou les amis ou les gens autour en fait qui s'inquiètent. Donc ça, c'est un peu difficile à gérer aussi quand on doit gérer la victime et les personnes autour, les témoins. Je sais que j'ai réussi à faire ce qu'il fallait sur cette intervention-là, mais je suis pas non plus sereine pour les autres, car toute intervention est différente et chaque victime est différente, chaque situation est différente. Donc faut toujours être assez humble là-dessus, car on sait jamais sur quoi on tombe. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le 4e épisode de la saison 4 de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixé par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.